Grand Dialogue. Sigika Foba. Edouani wa Makaran. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenibiro. Halud Mauni. Chenibiri. Sigika Foba. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes vendredi, c'est le traditionnel forum de la presse avec nos confrères journalistes. Ils sont trois aujourd'hui. Ami Bessissé de la radio RFM, Mamadou Kane de la radio Clédou, Amadingue et Sagara du journal Soloni. Alors aujourd'hui, nous avons 5 sujets. Donc pour le débat, je suis Famoussa Sidibé, Mamadou Ouattara est à la technique. Studio Tamani. Le forum intercommunautaire pour la paix et la réconciliation s'est déroulé cette semaine à Gao. La rencontre a pour objectif de créer un espace d'échange pour la mise en œuvre rapide de l'accord. Plusieurs centaines de participants de toutes les communautés ont participé donc à cette rencontre ouverte par le ministre de la Réconciliation nationale dans la région. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que ces rencontres intercommunautaires vous inspirent, Ami Bessissé? Merci, M. Famoussa. Merci à tous ceux qui nous écoutent. D'abord, avant de répondre à votre question, une pensée très pieuse à l'endroit du confrère Chouaïdou Traoré du Soir de Bamako et du Nouvel Horizon, que la terre lui soit légère. Amen. Et bravo pour tout ce qu'il aura fait. Par rapport à votre question, c'est toujours bien lorsque des gens se mettent à table pour pouvoir trouver une solution à un tel problème. Nous savons de là où nous sommes revenus de ce pays. Mais lorsque c'est le peuple, ce peuple qui n'a pas la même mise, qui n'a pas les techniques, qui n'a pas toutes les données de ce problème que nous avons connu, ça va être très difficile que ça puisse être ces populations rurales qui puissent parvenir à une paix durable. Parce qu'il y a toujours des choses qui sont cachées. Le problème, à mon avis, ce n'est pas surtout et ce n'est pas essentiellement aussi à la base. C'est aussi au haut niveau. Ce n'est pas aussi cette population civile, c'est aussi ces acteurs armés qui sont quelque part à l'affût et qui attendent le moindre déréglage pour pouvoir réagir. Donc moi, je crois que c'est toujours bien dans l'esprit de se mettre à table pour pouvoir discuter, mais il y a encore l'implication nationale des autorités et même des partenaires dont on ne cesse de parler qui va falloir mettre en exergue. Merci beaucoup, Ami Bessissé. Alors, Amadingue Sagara, vous êtes du journal Soloni. Dites-nous, qu'est-ce que ces rencontres vous inspirent? Oui, merci. Je pense que ces rencontres, en tout cas, tombent à point nommé. Et je vais dire que ça a même pris du temps. Parce qu'on ne peut pas parler de réconciliation, on ne peut pas parler de paix sans ces communautés-là. Ce sont en tout cas c'est eux qui sont visés directement, surtout les communautés du Nord, bien sûr. Donc, il fallait vraiment cette occasion qu'ils se rencontrent et qu'ils échangent, qu'eux-mêmes ils proposent en tout cas leur vision de la chose et proposer pourquoi pas, n'est-ce pas, une sortie de crise. Parce que quand on les met à côté comme ça, l'État va, pour un peu rejoindre le confrère, l'État va essayer de faire son mieux, mais si ceux-mêmes qui sont impliqués ne se sentent pas concernés, je crois que ce sera des efforts vains et je pense que ça, c'est une bonne chose. Et surtout, je discutais avec un vieux qui me disait il y a très longtemps de cela, bien avant même qu'on prenne l'initiative, il me dit que voilà, M. Sagara, si on veut réellement la paix au Nord, il faut rencontrer les communautés. Il me dit que je sais de quoi je parle. Rester à Bamako ici, rencontrer les chefs des différents mouvements n'est pas la solution. Il faut aller vers les communautés, discuter avec eux. Et je pense que voilà, c'est une bonne chose. D'accord. Merci beaucoup, Amadingue Sagara du journal Soloni. Alors, Mamadou Kane de la radio Clédou. Kane, parlez-nous de ces rencontres intercommunautaires. Qu'est-ce que cela vous inspire? Ça va dans le bon sens. C'est une très belle chose. Moi, je salue l'initiative, le fait de réunir toutes ces personnes, pour certains qui pensaient que non, c'est pas possible de se retrouver autour d'une même table, parler d'une seule voix, ils l'ont compris. Maintenant, il faut que cela s'inscrive dans la durée, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça se limite juste à cela et que les autorités s'impliquent pleinement. C'est très important. Mon frère Sissi a dit quelque chose qui me paraît très essentiel dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord de paix et de réconciliation. Ce sont ces acteurs
armés, je dirais armés, qui finalement constituent des bourreaux pour ces populations. Franchement, c'est eux qui tiennent, qui mènent la barque, et qui disent finalement vers quelle direction le vent doit tourner ce matin ou demain. Et ceci n'est pas du tout normal dans un pays. Donc, les populations civiles ont pleinement leur mot à dire et ont un rôle prépondérant à jouer dans cette société, notamment à Gao, un peu partout dans le nord du pays, à Tombouctou, même à Kidal. C'est très important parce que qu'est-ce qu'on nous fait croire aujourd'hui? Nous sommes dans une sorte d'instrumentalisation de la société civile, de ces peuples démunis, désarmés, qui on a parfois l'impression qu'il n'a pas son mot à dire. Alors que non, mais les ciments, c'est vraiment, ce sont ces gens-là, Les communautés, c'est très important de les souder et qu'il y ait ces brassages, pourvu que ça continue, parce que nous sommes au Mali, et ce sont les effets d'annonce, c'est les tapes à l'œil. Vraiment, j'invite les autorités maliennes à continuer dans ce sens. C'est très bien pour la cohésion nationale. Amin Bessissé veut ajouter quelque chose. Oui, justement, je voudrais. Apparemment, on a la même position par rapport à cette question. Mais surtout, avant même que cette crise ne naisse, il faut tout de suite le signaler. Ce sont des hommes dans les différentes régions de ce pays qui avaient la même mise, qui avaient le contrôle. Il n'y avait pas d'armes en ce moment, mais c'était eux, comme le disait tout de suite Mamadou Kane, qui dictaient les conditions. Dans toutes les régions, pratiquement, il y a un groupe d'hommes qui sont à la solde de quelques représentants. L'État a toujours envoyé de l'argent, comme on l'a dit. On a tellement investi dans ces nords. Et pourquoi ça ne se voit pas aujourd'hui? Cela veut dire que l'État a vu ces hommes détournés. Il l'a toujours dit. Il n'a jamais dit quelque chose. Et j'espère que ça ne va pas être le cas cette fois-ci avec cet accord qu'on va mettre en application. Donner de l'argent aux différents responsables qui vont prétendre représenter ces populations et qui après... Certains viennent investir même au sud. Certains viennent investir même au sud, justement parce que l'État le sait. À partir du moment où vous-même vous le savez en tant que journaliste, cela veut dire que l'État le sait, la sécurité d'État est là pour voir à la place du président et de ses ministres. Voilà. Alors, Amadengue Sagara du journal Soloni, dites-nous, les couacs ne manquent pas dans ce genre de rencontres. Certains disent, d'autres n'ont eu que quelques minutes au micro, d'autres quelques secondes, d'autres n'ont même pas effectué le déplacement. Est-ce que vous pensez que les résultats de ces rencontres intercommunautaires peuvent souffrir de légitimité? Bon, c'est des choses qu'on ne peut pas empêcher. Et voilà, il y a certains groupes, bien avant même le jour, on dit qu'ils ne seront pas là. Ils n'ont pas caché, ils ont été très clairs. Mais moi, ce que je vois ici, c'est la volonté. Le fait même d'aller à la rencontre de ces communautés, déjà est un grand pas. Et comme le confrère le disait tout à l'heure, c'est maintenant à l'État malien de ne pas baisser les bras. Il faut continuer. Essayer encore de convaincre, en tout cas, ceux qui n'étaient pas partants, et aussi donner la parole à ceux qui n'ont pas eu. Peut-être que, comme il a dit, ça dit tape à l'œil, mais on peut améliorer cela. Trouver en tout cas des solutions pour que au moins chaque communauté présente puisse être en tout cas pleinement concernée, entendue. Et voilà, et je crois que si rien n'est encore perdu, déjà l'initiative est là. Et le bateau est en marche, il faut continuer, il ne faut pas se décourager. Parce que je le dis, il faut ça. Tout ce qu'on va décider ici, tout ce que les politiques vont décider, si ces communautés ne se sentent pas concernées, ça ne va pas marcher. Donc, comme pour dire qu'il ne faut pas se décourager, il faut toujours aller, emmener tout le monde autour de la table et ça ira. D'accord. Alors, à partir du moment où la commission Vérité, Justice et Réconciliation est sous la tutelle du ministère de la Réconciliation nationale aujourd'hui, est-ce que ces actions ne vont pas être noyées dans ce genre d'événement? Par exemple, si la commission a son mot à dire, Kane? Je n'ai pas très bien saisi la question. Est-ce que vous pensez que la commission Vérité, Justice et Réconciliation pourra pleinement s'exprimer et travailler comme il faut en étant sous la tutelle du ministère de la Réconciliation? Là est la question. Maintenant, je pense que nous visons une cause commune. C'est-à-dire qu'il y a un accord de paix qui a été signé à Bamako. Les acteurs sont tous d'accord qu'aujourd'hui, que l'urgence, c'est vraiment de retrouver cette paix-là qui nous est tant chère. Aux autorités de laisser
voilà, de faire fi, de faire abstraction des querelles intestines, qui doit faire quoi en termes de leadership, etc. C'est une question d'organisation, Famoussa, pour répondre Est-ce que à votre justement cette question d'organisation n'existe pas, n'a pas lieu d'être plus clarifiée au ministère de la Réconciliation? Mais bien sûr, qu'ils travaillent là-dessus. Si ça fait des remous, il va de soi que moi je pense que c'est des professionnels qui sont à l'œuvre là-bas. Ils travaillent au compte et au nom de l'État malien. Donc on n'a pas besoin d'amateurs à ce niveau-là. Si c'est des gens qui sont compétents et qui sont animés de bon sens, vraiment, qu'ils essaient de se raviser par rapport à certaines choses. Moi, ce que j'ai aimé, c'était une première édition. Vous avez dit tout à l'heure que certains estimaient que non, ils n'ont pas eu assez la parole. Oui, c'est normal. Ça va venir. Après, il y aura un cadre, je pense, bien organisé pour la prochaine fois, la seconde édition, la troisième édition, etc. Mais dans un premier temps, ça toujours comme ça. Moi, j'étais à Tombouctou en 2013 avec les ACR, c'était le même problème dans la salle. Certains estimaient que non. Et celui-là, il a parlé pendant 10 minutes. Moi, je veux juste la parole. Je suis un réfugié. J'ai quitté la Mauritanie. Je suis revenu au Mali. J'ai vu que les autorités m'aident, mais vous me donnez juste 1 minute. Franchement, si c'est ça, je quitte la salle. Ça va jamais finir. Donc, c'est juste une question d'organisation. C'est une question d'organisation. C'est un processus qui est très long, hyper long. Moi, je donne juste 10 ans pour nos autorités, pour ce processus de paix et de réconciliation au Mali. Ce n'est qu'un mot, mais les actes doivent parler beaucoup plus, je pense, du côté des autorités maliennes. Et il faut de la cohérence dans les actions pour le bien-être de tout un chacun, je crois. Alors, Ami Bessissé, que pensez-vous de l'organisation au niveau du ministère de la Réconciliation? Ben écoutez, moi je n'ai rien contre le ministre Zahabi, mais Zahabi, à mon avis, n'est pas le ministre qui peut aujourd'hui réconcilier les Maliens. Parce qu'en réalité, il n'a pas la carrure d'un ministre capable aujourd'hui de gérer ce problème intracommunautaire ou bien ce problème national. Ami Bessissé, Yuba n'est pas là aujourd'hui pour décortiquer ce que vous nous dites. Alors, expliquez-nous davantage ce que vous venez de dire. Ce que je voudrais dire, c'est quoi? Nous savons bien que Zahabi, il était de l'autre côté. Où? De l'autre côté de la rébellion en 1990. Raison de plus pour qu'il soit là pour cerner tous les contours. Non, le problème est qu'aujourd'hui, c'est que ce sont ses adversaires qui sont de l'autre côté. Donc le problème, ça va toujours être difficile. Peut-être qu'il est là aujourd'hui, il parle, il dit, il fait de la diplomatie alors qu'il a oublié qu'il a pris des armes. Bref, je crois que c'est une étape. Il était ministre des Affaires étrangères également. De toutes les façons, peut-être qu'il a pris les armes pour ça. Et ceux qui les ont prises aujourd'hui, peut-être c'est dans ce même sens. En fait, ce que je voudrais dire pour revenir à votre question, aujourd'hui, on sait que Sagar a parlé tout de suite de légitimité. Moi, je pense que la légitimité, elle est là. C'est la population qui décide souvent. En tout cas, la majorité de la population. Mais est-ce que c'est légal? Il y a des décisions qui vont être prises. Est-ce qu'elles peuvent être appliquées? Là est toute la question. Et comme on l'a dit, ce n'est pas facile. Le ministre de la Réconciliation, c'est le grand défi. Ça va être très très compliqué d'aboutir facilement à une réconciliation, surtout avec des gens qui le voient d'un autre œil. Je voulais juste ajouter quelque chose. Je pense que ce forum-là vient préparer le terrain pour le ministère de la Réconciliation. Au lieu de noyer, au contraire, je crois que c'est un terrain qui est déjà préparé. Si les communautés sont déjà mises ensemble, s'ils arrivent à se parler, déjà ça facilite la tâche, à mon avis, au ministère de la Réconciliation. Voilà. D'accord. Alors nous allons observer une courte pause et nous nous retrouverons pour la suite de cette émission. Pause. Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Studio Tamani réfléchit aujourd'hui sur plusieurs sujets de la semaine écoulée. Nous sommes avec 3 journalistes pour en parler. Alors nous allons donc passer à la question sécuritaire. Dans la nuit du 10 au 11 novembre, un engin explosif a explosé le long du mur de l'enceinte des locaux d'une ONG à Ménaka, dans la région de Gao. Est-ce que c'est le retour de la violence, Mamadou Kane? Retour, la violence n'est jamais partie en fait. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu d'actes du genre. C'est bis repetita, comme on dit. On est habitué à ça. Les armes, à un moment donné, avaient cessé de crépiter peut-être. Mais
le nord du Mali, c'est vraiment la poudrière. Enfin, il ne faut pas s'en cacher. Il faut se dire les choses réellement. Nous avons 800 000 km². Nous avons une armée, quoi que l'on dise. Aujourd'hui, on dit oui, il y a des réformes en cours, etc. Mais du point de vue numérique ou du point de vue matériel, nous sommes encore défaillants pour sécuriser nos paisibles populations. Donc aujourd'hui, ce n'est pas une surprise pour moi de voir un engin explosif encore à Ménaka ou demain ce sera peut-être je sais pas, à Kidal. C'est tout à fait normal. On fait face à un défi aujourd'hui. C'est quoi? Il y a la mission onusienne, du moins, pardonnez-moi, qui est présente, qui sévit dans ce nord du pays. Et ça attise la haine de ces groupes rebelles, des bandits armés. Moi ce qui m'intrigue beaucoup, ce sont ces individus armés non identifiés. Ça, c'est... Franchement, je suis journaliste, mais je me pose tous les jours des questions. Qui est derrière les cela? réelles motivations? Oui, justement. Quelle main Parce qu'ils s'en cachée? prennent à tout le monde. Oui, bien sûr. Et après, il n'y a pas de justice. On a vu les cas avec les travailleurs du CICR, etc. Donc aujourd'hui, c'est un problème chez nous. On souhaite juste qu'on n'en arrive pas à un seuil qui va ressembler un peu au Nigeria. On sait tout ce qui se passe là-bas aujourd'hui. C'est vrai, on se réjouit un peu de cette période d'accalmie. On parle moins du Mali, côté sécuritaire, etc. Mais il y a encore du travail à faire parce qu'ils sont toujours là-bas. Ils sévissent, ces bandits armés, ils sévissent, ces djihadistes. Ils sont encore là et ils sont prêts à tout moment à frapper, quoi, aveuglement. Donc, non, pas du tout surpris. Ça fait partie désormais du lot des Maliens. On est habitué à ça maintenant. Alors, l'explosion n'a fait aucun blessé, mais des dégâts limités. La question qui se pose aujourd'hui, c'est pourquoi on s'attaque toujours aux organisations humanitaires, Amin Bessissi? Là, c'est difficile de pouvoir vous répondre parce que je ne peux pas comprendre trop la motivation de qui que ce soit. Attentat terroriste, déjà, on sait que c'est toujours un combat de foi, une conviction de quelques hommes qui absolument n'ont pas de lendemain. Parce qu'il faut toujours le dire, tant que la galère sévit dans cette zone du pays, ça va toujours être comme ça. Ça, c'est un premier aspect. Le second aspect, c'est que c'est des gens qui ont cette conviction qu'ils ne meurent pas pour rien. Donc, ils vont toujours attenter à la vie de ces citoyens, de ces humanitaires, parce que souvent, peut-être, qu'ils ne savent même pas. C'est pourquoi la plupart du temps, les humanitaires, ils sont enlevés. Mais s'ils savent que c'est des humanitaires, peut-être qu'ils n'auraient pas tenté de les faire exploser. Donc, bref, comme l'a dit Kant tout de suite, ce nord, c'est très vaste aujourd'hui. On commence de plus en plus à parler de patrouilles mixtes entre les forces françaises et puis les forces maliennes. Mais est-ce que c'est la vraie patrouille? Parce que quoi qu'on dise, on sait toujours que c'est Barkhane qui pilote, c'est Barkhane qui décide de quel côté il faut aller. Et là, ça va être très très compliqué de pouvoir circonscrire cette menace à plusieurs échelles. D'accord. Alors, nous allons du côté de Sagara. Sagara, demandez votre réaction par rapport à cette question d'insécurité qui refait surface dans le Nord. Moi, j'irais un peu plus loin. Avant même de parler du Nord, moi, je dis, mais l'ordre, la sécurité, en tout cas, c'est la mission régalienne de l'État. Et je me pose certaines questions. Comment, un État qui n'arrive même pas à identifier ses nationaux peut sécuriser son pays? Je m'explique. Aujourd'hui, pour avoir une carte d'identité nationale, c'est un parcours de combattant. Aujourd'hui, n'importe qui peut s'acheter un passeport. On se souvient ici, il y a eu des évasions à la prison, des terroristes ont échappé à la prison ici. Rattrapés, ensuite libérés. Oui, rattrapés, mais comment ils sont arrivés là? Mais quand je vois toutes ces choses-là, l'État n'arrive même pas d'abord à sécuriser sa population. Parlons du Sud d'abord. Ici, ça ne va pas. Maintenant, parlons du Nord. Comme il a dit, nous avons un vaste territoire. Aujourd'hui, il l'a dit, le frère Khan l'a dit, on ne sait pas qui est derrière, en tout cas, ces attentats-là. Mais ce qui est sûr, tant que l'État ne va pas aller vers le DDR, on n'en finira jamais. Parce que les armes circulent. On ne sait pas qui est qui. Vous voyez une personne de 15-10 personnes, ils sont armés. Donc, à tout moment,
la population est en danger parce que les armes continuent de circuler et jusqu'ici, voilà, le désarmement tarde à venir et je pense que c'est vraiment sérieux. Aussi longtemps que les armes vont circuler, aussi longtemps que des groupes non identifiés vont commencer à faire la loi au nord du pays, il y aura toujours l'insécurité. D'accord. Alors, nous allons passer à un autre sujet qui a donc meublé l'actualité de la semaine. C'est bien le sommet de Malte sur la migration. Sur 10 candidats à l'immigration qui traversent le Mali, un tiers est constitué de Maliens. Alors, selon l'OIM, le Mali vient en tête avec la Gambie et le Sénégal des candidats au départ à destination de l'Europe. Alors, aujourd'hui, on parle beaucoup plus du développement dans les zones de départ. Khan, que pensez-vous des résultats de ce sommet de Malte? Un constat d'échec est prévisible parce que l'Europe, dans sa politique raciste discriminatoire, a convoqué nos dirigeants, les dirigeants africains, justement, comme pour leur dire, écoutez, nous on est débordés, vous savez qu'on a été envahi par les Syriens. L'Allemagne, aujourd'hui, qui sont accueillis à bras ouverts. Oui, l'Allemagne dit 800 000, on a besoin de 800 000 Syriens. Ils sont des millions aujourd'hui en Allemagne. Et conséquence immédiate, qu'est-ce qu'on voit? On dit, écoutez, les peaux noires, qu'est-ce qu'ils foutent chez nous? les Noirs avec les cheveux crépus, les Africains, les négros, si vous voulez. Parce que moi, je ne peux pas comprendre qu'il y ait un drame en Syrie. Les Syriens, c'est des Arabes, donc des peaux blanches, avec des cheveux ondulés. Voilà. Il y a un drame au Mali. Et l'Africain. L'Africain, il va là-bas pourquoi? L'objectif avoué pour l'Africain qui va en France, en Allemagne, en Espagne, mais c'est l'homme doté de la plus grande volonté de bâtir ce monde. Parce que lui, il sait pourquoi il y va. Il sait qu'il a laissé quelque chose derrière lui. Il sait que sa famille est démunie. Il a cette volonté. À tout donner pour qu'il puisse réussir. Oui, exactement. Moi, je salue le leadership de Macky Sall, qui, pour une des rares fois, on avait un chef d'État africain, se parlait d'égal à égal avec un dirigeant, avec les dirigeants occidentaux. Il a été clair. Il dit, n'exagérez pas. Il n'y a pas aussi d'Africains en Europe, comme vous le dites, s'il vous plaît. Donc, le sommet de Malte sur l'immigration était focalisé sur l'accord sur les retours et la réadmission. Vous savez, Amadou Toumani Touré l'a refusé. Les chefs d'État africains... Ibeka, à son tour, a refusé. Oui. Il a refusé, mais vraiment de façon majestueuse. Moi, j'ai apprécié. Pourquoi? J'ai discuté avec une Allemande il y a 72 heures sur les conditions des Africains là-bas. Vous savez qu'il y a un titre de tolérance qu'on donne aux migrants en Allemagne. Un titre de tolérance, il y a des camps de détention. Tu peux faire 6 mois. Après, ça dépend de leurs humeurs, si on veut t'expulser ou pas. Donc, les risques qu'on court, nous, Africains, Maliens, Sénégalais et autres, c'est qu'il y a beaucoup de nos frères qui sont sur la route. Qu'ils soient en situation régulière ou pas, aujourd'hui, les Allemands sont décidés. Ils ont été débordés par les Syriens et par leur propre faute. C'est Angela Merkel, la chancelière, qui a dit venez, on est ouvert, venez, on a besoin de bras valides, venez, il n'y a pas de problème. L'Allemagne, c'est le pays le plus riche d'Europe, il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, les conséquences sont là. Je pense que ce sommet a été convoqué juste pour demander aux dirigeants africains. Maintenant on a trop de problèmes. Justement, on n'a plus besoin de ces gens-là. Et on va vous donner de l'argent, on en a beaucoup. On a dit 1,8 milliard d'euros. Mais c'est quoi 1,8 milliard d'euros? L'argent que les Africains envoient en Afrique, je pense que vous avez les échos, c'est plus de 30 milliards d'euros. C'est plus que l'aide publique au développement de tous les pays européens réunis. Donc, franchement, ce sommet, voilà, la montagne a accouché encore d'une souris et nous, on continuera d'emprunter les chemins clandestins tant qu'il y aura l'injustice, tant que l'Occident continuera de jouer à ce jeu-là. Justement, de jouer à ce jeu-là. Et je trouve ça inadmissible que les Français, les Allemands et autres viennent se pavaner chez nous avec des piscines, des villas, etc. Et nous n'avons pas le droit d'avoir un visa pour aller chez eux. C'est inadmissible. Amin Bessissi. Vous savez, à quelque chose, malheur est bon. C'est déplorable tous ces morts que nous avons connus dans une telle aventure sur la route de l'incertitude, à la recherche, comme il l'a dit, d'un lendemain meilleur. Les Maliens, les Africains de façon générale, ils vont, ce n'est pas pour aller s'amuser, c'est pour aller travailler dignement et gagner
quelque chose. Mais moi, j'ai aussi beaucoup apprécié la réponse des différents chefs d'État. En tout cas, pour la plupart ceux qui ont parlé, j'ai écouté Issoufou, j'ai écouté aussi Macky Sall. Ils ont Et été... Beka également. Oui, mais j'ai pas écouté. Nous, on préfère... J'ai écouté. Il faut écouter le président. Non, mais écoutez, vous ne m'avez pas posé la question. J'ai été beaucoup plus séduit par ce qu'on dit Macky Sall et puis Issoufou. Issoufou dit, comme l'a dit Mamadou Kane, 1,8 milliard, c'est peu. C'est peu parce que ça ne peut vraiment pas résoudre les problèmes. Et Macky Sall disait quoi? Il disait il y a quelques années, ce sont ces mêmes Européens qui migraient vers les États-Unis. Cela veut dire que ce n'est pas un mal. Vous aussi, vous avez construit votre pays à travers cette, comment on appelle ça, cet accueil extérieur, cet accueil de notre pays qui vous a permis aujourd'hui d'aller en avance. Donc les Africains, quoi qu'on dise, ils l'ont avoué pour ceux qui sont déterminés, ils sont prêts à franchir les limites de l'incertitude pour aller en Europe. Donc moi, je crois que comme il l'a dit, au lieu d'accepter les Syriens qui sont, quoi qu'on le dise, en danger, les Africains aussi sont encore en danger parce qu'ils sont dans des États qui n'arrivent pas... Les Maliens sautent sur des mines, quand même, dans le nord. Bien sûr, de toutes les façons. Ce n'est pas seulement... On est en danger en Afrique. Non, mais je parle surtout de la pauvreté, la famine. Vous savez, c'est une réalité dans certains pays africains. Donc, ce sont des choses que les Africains eux-mêmes, en ne comptant plus sur les dirigeants, tentent de résoudre. Parce que c'est vrai aujourd'hui, quand on tente de compter sur les politiques, on va crever à la minute qui suit. Donc, il faut se lever soi-même et tenter de changer quelque chose. Et ce forum, à mon avis, c'est bien que ces dirigeants se soient parlé. Peut-être que d'autres nouvelles décisions viendront après. Mais pour l'instant, je crois que c'est déjà un bon début. C'est un début qu'on peut saluer, mais ça ne résout pas le problème. Juste deux mots. Vladimir Poutine, le président russe, a clairement dit dans 15 ans, la France sera la colonie de ses ex-colonies. Nous sommes sur cette voie-là. Quand on regarde la détermination, la liberté de ton de nos dirigeants, il y a quelque chose qui se trame et c'est pour très bientôt. D'accord. Alors, Sagara. Oui, sur cette question, L'immigration. Oui, je dirais que voilà, j'aborderai dans le sens de mes confrères. Mais ce que je veux juste ajouter, c'est que voilà, l'argent ne résout pas le problème. L'argent ne résout pas le problème. Comme il a dit, 1,8 milliard, c'est quoi? Aujourd'hui, ils ont proposé pour financer des projets de développement. Comment aujourd'hui un jeune de Kidal peut monter un projet de développement dans ces conditions? Comment un jeune Libyen peut monter un projet de développement? Le climat social, politique n'est pas favorable. Et je crois que, excusez-moi du terme, mais c'est de la foutaise. Et là, les chefs d'État, je les apprécie pour une fois parce qu'ils ont été très clairs. Il faut que vraiment ces Européens comprennent que l'Afrique n'est pas cet objet-là qu'on utilise quand on veut. Lors de la Deuxième Guerre mondiale, ils sont venus nous prendre, nous sommes allés combattre. Maintenant qu'ils sont débordés chez eux, voilà, prenez de l'argent, déchargez-nous. Il faut vraiment que les mentalités changent. Et ça, il faut vraiment que les mentalités changent. L'argent ne fait pas tout. L'argent n'est pas la solution à tout. Alors, quelqu'un disait hier quand on organisait ce débat sur la migration, pourquoi les États africains ne vont pas tenir un sommet, un autre sommet en Afrique pour faire la restitution de ce qui s'est passé à Malte? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée que les chefs d'État se réunissent pour débattre donc de cette question encore une fois en Afrique? Oui, moi je pense que c'est nécessaire. D'ailleurs, au lieu d'aller accuser les Européens tout de suite, moi je crois qu'il faut accuser les États africains. On refoule combien de Maliens aujourd'hui un peu partout en Afrique? Pourtant, ce ne sont pas les Occidentaux qui le font. Moi, je pense que les Africains entre eux doivent se parler aujourd'hui et trouver des solutions à ce problème africain parce que tout le monde va chez tout le monde. Et je crois que dans une certaine mesure, il faut qu'on arrive vraiment entre nous à clarifier les choses parce que c'est beaucoup plus facile de gérer entre nous avant de franchir la mer. Nous allons observer une courte pause. Une réaction, Un avis, un commentaire. Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Studio Tamani réfléchit sur au moins 5 questions aujourd'hui qui ont donc alimenté la presse la semaine écoulée. Nous avons parlé de migration avant la pause. Alors nous allons demander, toujours poursuivre sur cette voie du sommet de Malte sur la question migratoire. Aujourd'hui, est-ce que ces décisions, ce tri que l'Europe tente de faire aujourd'hui ne va pas durcir davantage et amplifier, renforcer les réseaux de passeurs, Sagara? Oui, c'est évident. Comme il l'a dit, les jeunes vont vers l'Europe, n'est-ce pas,
pour avoir une condition meilleure. Ils vont soit pour chercher de l'argent, en tout cas soit pour améliorer leur vie. Et comme je le disais tantôt, tant qu'il n'y aura pas un climat de sécurité, tant qu'il n'y aura pas une stabilité en Afrique ici, les jeunes continueront de partir. Il faut continuer, même quand ils vont voir leurs frères, leurs amis mourir, ça ne va pas les décourager. Comme je le disais, l'argent ne peut pas empêcher, en tout cas, les gens de rêver. Parce qu'on s'est dit qu'il faut essayer. Même s'il faut mourir sur la route, il faut quand même essayer. Mais ce qui peut être peut-être bien, comme il a dit, c'est nos dirigeants d'abord. Il faut que nos dirigeants trouvent vraiment un climat favorable. Que le jeune Africain puisse s'épanouir chez lui en Afrique ici. C'est seulement ça. Sinon, je ne pense pas qu'en donnant des miettes et demander à nos chefs d'État de contrôler en tout cas les départs, c'est qu'en tout cas ça s'est voué à l'échec. Alors, nous allons passer à la question de la rentrée universitaire prochaine. Cette rentrée est effective dans plusieurs universités déjà, avec un effectif de 100 000 étudiants. Cette année, les recteurs des universités estiment que le complexe universitaire de Kabbalah, qui prévoit d'accueillir 30 000 étudiants, est déjà dépassé. Donc, avant sa réception, comment combler les attentes alors, Khan? Difficile aujourd'hui. Le système éducatif malien, c'est une autre plaie du système. C'est vrai que depuis des années, on l'a dit, depuis l'avènement de la démocratie, je pense que ça va de mal en pis chaque année. Et le problème pour moi, c'est pas tant le nombre, mais la qualité de l'enseignement qu'on donne dans ces facultés, différentes facultés de Bamako. C'est amer de le dire, mais l'avenir est sombre pour cette jeunesse malienne-là, mal formée. Je donne juste un exemple. Il m'arrive souvent de monter sur la colline, aller voir les étudiants, parler en des temps 3 mouvements de l'actualité au Mali ou à l'étranger. Mais je vais voir des gens qui sont à maîtrise, qui sont licenciés, mais difficilement s'expriment en français. Ça, c'est un problème. L'effectif pléthorique, c'est quoi? C'est la faillite du système, c'est l'État qui a démissionné depuis des années. Et on ne trouve toujours pas à présent à endiguer ces fléaux-là. C'est-à-dire que un enseignant à la faculté s'est dit, bon, écoutez, c'est le public, hein, c'est à son bon vouloir s'il doit venir à l'heure ou pas, et s'il doit venir aujourd'hui ou demain. Et du coup, on en est là. On en est là avec ce système vraiment qui balbutie, qui continue de balbutier. Donc, il faut une réforme en profondeur. Et je crois que ce sont les grandes écoles aujourd'hui qui taillent, qui voient la vedette à ces facultés-là. Parce que ces grandes écoles sont en partenariat avec d'autres grandes écoles d'Europe, d'Amérique et autres. Et là, c'est le système qui veut que... C'est l'argent qui... Voilà, les plus nantis, règne. Les enfants les plus nantis, comme on dit, alhamdoulilah, il n'y a pas de problème, ils auront une bonne formation. Après, toi qui quittes ta petite localité, si tu n'es pas un autodidacte, c'est fini pour toi. Je pense qu'on va tous se tourner vers ça. C'est le conseil qu'on va donner aux jeunes. Faites en sorte que vous soyez des autodidactes et faites beaucoup de recherches, etc. Et les jeunes ne comptent plus sur l'enseignement qu'on donne dans les facultés. Tant c'est pauvre, tant les professeurs n'ont pas la foi de le faire. Et c'est vraiment dommage pour le Mali. Alors, Sarah, sur la question de la rentrée prochaine universitaire. Oui, c'est vrai, le système éducatif malien souffre beaucoup, mais on peut dire que quand même depuis un certain temps, en tout cas, l'État se bat comme il peut pour améliorer ces systèmes-là. Vous avez parlé, n'est-ce pas, de la construction du complexe de Kabbalah. C'est juste des infrastructures. Oui, des infrastructures. Oui, nous avons étudié, et je sais dans quelles conditions nous avons étudié. Et je sais, au campus, je sais combien nous étions dans une chambre. Ce n'était pas facile. Quand on est venu du village, les conditions n'étaient pas réunies. Non seulement, vous avez dit, il y a en tout cas le nombre élevé des étudiants, et s'il fallait dormir à peine les sols, je pense que le fait même d'améliorer l'infrastructure est un pas. C'est une bonne et chose. Vous avez dit quelque chose qui est très important, à mon avis, quand vous parlez de l'autodidacte. Aujourd'hui, l'étudiant, au lieu d'accuser directement le système, les étudiants, qu'est-ce qu'ils font? D'autres, à peine qui viennent de l'université,
des vieux, excusez-moi, mais qui ne prennent même pas soin de lire les cours, qui ne vont même pas sur le net pour faire des recherches. Vous les voyez, ils sont connectés. Vous les voyez, c'est autour du thé. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Donc, je crois que un appel aussi à ces étudiants-là qui vous rencontrez. Beaucoup plus de recherche. Voilà. Donc, vous qui rencontrez souvent ces jeunes-là, il faudrait peut-être les encourager à faire des recherches. Et je crois que parmi ces enseignants, il y a des enseignants qui sont bien, qui font très bien le travail. Il y a des exceptions. Voilà. Mais je pense que depuis un certain temps, le Mali essaie de se rattraper. Essaye en tout cas d'améliorer son système éducatif. Voilà, et qu'il faut encourager aussi. C'est bon. Amin Bessissé. Vous savez, le monde est trop petit. Mahamadou Khan, nous avons fait la même faculté, en même temps la même classe. Donc c'est bien, quoi. Je crois que Famoussa a fait exprès de nous inviter tous les deux à la même temps. Mais c'est encore déplorable. Moi, je vais encore être beaucoup plus critique. Vous savez, c'est le lieu de l'affairisme aujourd'hui, l'université. Pas plus tard, il a parlé des étudiants et j'étais avec une dame qui doit soutenir. Vous savez, dans une faculté, je ne veux pas citer le nom, les résultats de la deuxième session ne sont pas encore là. Et on demande à ces étudiants de préparer un mémoire. Comment on peut préparer un mémoire alors que vous ne savez même pas si vous avez passé ou pas? Cela veut dire que tout simplement qu'on va valider leur deuxième session, vaille que vaille. 100 000 étudiants, ce n'est pas la faute à ses élèves. Surtout que cette année, on a vu que le ministre il a pris des mesures pour pouvoir limiter le nombre d'admis à l'examen. On n'a pas fait ce qu'on appelle le repêchage. Mais 100 000 étudiants, on les amènera où? Et les professeurs, c'est comment on appelle ça là? C'est la course aux filles, c'est la vente de brochures, absolument rien de concret. Un élève peut payer la brochure mais ne pas comprendre quelque chose. Il y a aujourd'hui ces gens, aujourd'hui ces différents professeurs à qui on a confié des étudiants et qui sont ailleurs aujourd'hui hors du Mali. Et c'est au téléphone souvent, c'est par Internet qu'ils communiquent avec des étudiants qui sont censés faire un travail scientifique. Comment on peut aboutir? Les élèves sont en train de souffrir. Et moi, je crois que les élèves ils sont dans l'inconscience. C'est normal. Au niveau de l'université, c'est normal. Mais ceux qui doivent les diriger, qui doivent les guider, ça doit être ces professeurs, mais qui, à tort ou bien à raison souvent, font ce qu'ils veulent. Souvent, vous partez à l'université, les profs ne sont jamais là. Et là, ce n'est pas la faute aux étudiants. Alors aujourd'hui, vous venez de toucher du doigt un problème majeur, c'est le contenu qu'on met donc dans l'enseignement. Une chose est de permettre la rentrée universitaire, mais une autre chose est de permettre qu'elle se déroule comme il faut. Si ce n'est pas les étudiants qui sont en grève, c'est les professeurs. Aujourd'hui, est-ce que tout le monde est satisfait pour entamer cette année Khan, selon vous? Est-ce que tout le monde est satisfait? Je ne sais pas. Mais est-ce que tout le monde est prêt? C'est ça. Tout le monde doit être prêt pour l'intérêt supérieur de la nation. Tout le monde doit être prêt au plus haut niveau de l'État malien pour vraiment donner de la matière grise à ces jeunes-là qui constituent l'avenir de demain quand même. Il y a un danger, un gros danger que nous sommes en train de courir. Tous ces jeunes mal formés, tous ces jeunes qui n'ont même plus envie d'aller suivre des cours, etc. Mais attention, ce sont les futurs cadres de ces pays. Et s'ils ne sont pas formés, ils deviennent autre chose. Autre chose. Donc, ils seront, on va dire, les prototypes des cadres véreux, dans tous les sens du terme, véreux, c'est-à-dire corrompus, malhonnêtes, etc. C'est ce qu'on voit aujourd'hui au sein de l'administration malienne. Tu vas dans certains départements, on voit la bonne secrétaire, à peine si elle peut s'exprimer en français. Moi, il m'est arrivé, je donne tous des exemples, c'est très important. Nous sommes dans un pays... est agressé quand on parle français. Justement, nous sommes dans un pays où c'est le laisser-aller total. Une fois, ça m'est arrivé d'aller à la cité ministérielle. J'arrive, moi je suis bien éduqué. Je vois la bonne dame, je dis bonjour madame. La tête baissée, après elle me regarde, et taille d'humain. Oui, on est dans un pays comme ça. Franchement, si on continue comme ça, des gens... Elle a quel mérite pour occuper ce poste-là? C'est l'affairisme, c'est le népotisme, c'est tout ce que vous voulez. Justement, et ce sont ces gens-là qui ont été formés dans nos facultés, qui sont incapables d'aligner 3 lignes. C'est pas possible, tu peux pas les lire, ils peuvent pas s'exprimer. Moi, je vois des ministres aujourd'hui qui lisent comme des petits-enfants de la 8e année à la télévision malienne. Ça, c'est le fruit du système éducatif malien qui est malade de sa grande... Non, j'ai pas besoin de citer les gens. Le parti, peut-être. Non, c'est pas important. Je donne des exemples. C'est juste des exemples que je donne. C'est pour dire à quel point on est tombé bas, mais très bas. Donc, le conseil, je reviens là-dessus. Si vous pouvez faire des recherches, faites-le. Conseil aux étudiants. Conseil aux étudiants, à tout le monde. Nous sommes dans un pays qui est au bord de la rupture. Donc,
tentons d'être des excellents. Comme ça, on peut... On ne va pas répéter la formule d'ATT en son temps. Il a raison. Sagara. Sagara. Oui, Un mot sur les vice-champions du monde, les Aiglonnais. Performance. Tout simplement, bravo. Au moment où le Mali n'a pas de fédération, fédération de foot. Paradoxe quand même. Néanmoins, bravo aux Aiglons. Les Aiglons qui ont volé plus que les Aigles. Puisque les Aigles, vraiment, techniquement, ils étaient bien incontestables. Personne ne peut, en tout cas, mettre en cause leur performance. Et je dirais même qu'ils méritaient cette coupe-là. Mais je ne sais pas qu'est-ce qui n'a pas manqué. Je vais même aller loin pour dire qu'est-ce que ce n'est pas d'autres spirituels. Ne me demandez pas quoi. Alors, Amibé Cissé, la question. Vous savez, j'ai fait un édito sur ces jeunes et je l'ai titré « Les fils dignes du pays ». Moi, je crois que ces jeunes, leur seule défaite ne se justifie pas. On ne justifie pas une défaite, quoi. Alors, c'est des champions du monde. Ce sont les champions du monde. Aujourd'hui, tout le monde est fier d'eux. Et on a vu l'accueil qui leur a été réservé. Ils ont dominé la première mi-temps de bout en bout. Ouais. De toutes les façons, dominer n'est pas gagné. C'est ce que j'ai dit, nous avons perdu malheureusement. Mais cette victoire n'entache en rien ce que ces gens ont fait comme parfois. Et les jeunes qui sont sortis la nuit pour les accueillir, ce sont des jeunes qui n'ont pas été payés. Ce sont des jeunes qu'on n'a pas mobilisés. Ce sont des jeunes qu'on n'a pas stipulés. Ils ont été convaincus de ce que ces dignes fils du pays ont fait. Et ces joueurs ne font ni religion, ils ne font ni politique, ils ne font ni communication. C'est le Mali tout court. Des Maliens qui se sont sacrifiés pour montrer que le bonheur du Mali, c'est dans les actes et non dans les discours. Alors, on va plus en profondeur, Khan. Cette victoire des Aiglonnais intervient au moment où le Mali n'a pas de fédération de foot, encore une fois. Oui, c'est une leçon que les enfants donnent aux vieux... Aux vieux loups. Bon. Non, vraiment. Famoussa, je vais mettre l'accent sur un détail qui est très important. Ces jeunes, c'est des jeunes premiers dans tous les sens du terme. Moi, j'ai aimé le discours de Baïba, le coach. Baïba a dit, je dis à mes poulains, prenez du plaisir. Baïba qui détient la Coupe d'Afrique également. Justement, le premier Malien à remporter une Coupe d'Afrique. Il dit, prenez du plaisir, montrez-nous ce que vous avez ici, dans les ventres. Mais ce qu'on a vu, c'est digne d'une équipe brésilienne. On était mieux que le Brésil. Il y a un fait anodin quand même, le coup de téléphone du président de la République. Oui, c'est un fait anodin. Moi, je peux commenter ça. Franchement, on voit ça partout dans le monde. Un président de la République, oui. Qui appelle. Qui peut appeler. Le président qui nomme Samuel. Samuel Diarra, tout le Mali te regarde. Oui. Samuel, à l'entame du match, qui retient le pénalty. Très rapidement. Malheureusement, c'est la fin. C'est la deuxième fois que ça arrive. Je donne juste un exemple. Le président de la République, qu'est-ce qu'il a fait? Bon, quand je te donne la parole pour terminer. D'accord, je vais finir. Non, mais s'il vous plaît. Non, mais je termine. L'appel téléphonique du président en soi n'est pas mauvais. Moi, je suis d'accord. Hollande le fait, tout le monde, Angela Merkel. Mais le fait de médiatiser ça, ça a porté poisse à l'équipe nationale du Mali. Je le dis clairement. C'était une récupération politique malsaine. Justement, moi je pensais que c'était ridicule que le président apparaisse à la télé. Et puis j'ai vu ces membres du gouvernement sur le tarmac de l'aéroport accueillir ces jeunes qui ont joué sans qu'eux ne soient sur le terrain. Il ne faut pas qu'on récupère ça politiquement. Ce football, ça n'a rien à voir avec ce que le gouvernement fait. Ce sont des gens qui ont joué, comme tu as dit, il n'y avait pas de fédération. Et je salue tous ceux qui m'écoutent à partir de Tombouctou, sur la radio Al-Farouk. C'est donc la fin de cette émission. Les invités, Amibé Cissé de la radio RFM, Mamadou Khan de la radio Clédou, Amadingue Sagara, lui, il est du journal Soloni. Je suis Famoussa Sidibé. Mamadou Ouattara était à la technique. Ousmane Diadé Touré a réalisé cette émission et Salem Diouara était à la régie vidéo. Bon week-end et à lundi pour un autre débat. Bonsoir. Le grand dialogue. Sigika Foba. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenibero. Halud Mauni. Sigika Foba. Le grand dialogue. Le grand dialogue.